Donc, on est présentement avec Judith Dextraz-Mona, candidate au doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM et aussi animatrice de l'art de la playlist. Allô? Salut Judith, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci de me recevoir. Très bien. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ça fait plaisir aussi. Tu t'es dit, hey, si tu veux que quelqu'un te parle de la psychologie communautaire, tu sais, fais-moi signe. Moi, j'ai dit, je sais absolument pas c'est quoi la psychologie communautaire. Fait que déjà là, je suis intéressé. Je savais pas que ça existait, mais ça a l'air intéressant. je te confirme que t'es vraiment pas le seul. Et j'ai envie de te dire, mais ben des psychologues qui savent pas c'est quoi la psychologie communautaire, puis c'est correct, là. Mais je peux t'en parler un peu. C'est sûr que c'est une sous-discipline de la psychologie. La psychologie communautaire, dans le fond, c'est une sous-discipline de la psychologie qui va s'intéresser principalement au développement des individus dans leur communauté. Donc, c'est ça. En quoi ça se distingue de la psychologie sociale, là, qui est comme comment l'individu fonctionne dans un groupe, comment les groupes fonctionnent entre eux. La psychologie communautaire, c'est vraiment de savoir comment ton environnement va t'affecter au niveau de ton bien-être, de ta santé mentale. Donc, ton environnement, ça inclut la communauté dans laquelle tu grandis, le quartier dans lequel tu vis, la société dans laquelle tu vis, les règles de cette société-là. Donc, c'est vraiment large. Puis, dans le fond, en psychologie communautaire, on va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est promotion de la santé puis prévention des problèmes de santé mentale, plutôt que sur le traitement de psychopathologie individuelle. Fait que ça veut dire que plutôt que de s'intéresser à comment traiter une dépression, on va plutôt essayer de regarder comment est-ce qu'on peut agir sur les facteurs qui causent la dépression dans l'environnement des gens. Fait que c'est une discipline qui s'intéresse un peu à la structure des choses. Oui, définitivement, la structure des choses qui sont autour de nous puis qui vont influencer, dans le fond, notre santé mentale, physique, notre bien-être en général. Puis, je te dirais que l'autre particularité vraiment spécifique à la psychologie communautaire, c'est que c'est une discipline qui est très engagée. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent dans des processus pour devenir psychologue communautaire, c'est vraiment des personnes qui souhaitent, vont changer les choses dans la société. Donc, ça peut être de réduire les inégalités sociales de santé, ou promouvoir le pouvoir d'agir de personnes qui sont limitées à ce niveau-là en ce moment dans la société. Donc, il y a le côté un petit peu pèlerin-nuage aussi là, qui nous distingue de d'autres scientifiques, de d'autres psychologues aussi. Est-ce que c'est un domaine qui est récent? Est-ce que c'est jeune? Ça date des années 60-70. Donc, on peut dire que pour une science, c'est assez récent. Ça a été inspiré notamment des mouvements féministes, des mouvements d'éducation populaire en Amérique centrale, en Amérique du Sud également. Donc, c'est assez récent. Je te dirais qu'au Québec, le psychologue communautaire que les gens connaissent le plus, c'est Camille Bouchard, qui est à l'origine des CPE à travers son projet Un Québec fou de ses enfants. Donc, c'est ça. Camille Bouchard qui finit par faire le saut en politique, ce qui n'est pas nécessairement ce que tous les psychologues communautaires font. Là. C'est même plutôt marginal, je dirais. Là. Généralement, on essaie de travailler avec les décideurs plutôt que d'essayer d'en devenir un nous-mêmes. Mais ça a été son choix à lui pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, oui, c'est ça. Camille Bouchard, je pense que c'est la figure en psychologie communautaire qui est probablement la plus connue au Québec. Puis, les CPE, c'était vraiment une mesure qui, à la base, visait à réduire les inégalités de santé vécues par les enfants, puis aussi promouvoir, dans le fond, une égalité des sexes en permettant aux femmes de retourner sur le marché du travail grâce à des services de garde éducatifs abordables. Donc, ça, c'est vraiment comme typique d'une mission, je dirais, en psychocom. On peut-tu parler des CPE juste comme quelques minutes parce oui. Que c'est un sujet intéressant. Je me pose la question, est-ce que c'était basé sur des études ou c'était justement un genre de comme pelletage de nuages? Puis est-ce qu'on a des données finalement genre pour comme parler du succès de cette affaire-là ou le contraire? Bien, c'est super intéressant. C'est sûr que à la base, je vais faire un petit disclaimer. Là. Je suis
pas une spécialiste de cette question-là du tout. Moi, je m'intéresse à la petite enfance, mais pas exactement dans tout ce qui est service éducatif. Mais tu sais, mettons, de ce que j'en sais, et je vais vraiment je vais vraiment me baser sur ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu aussi par mes collègues qui travaillent plus sur le sujet. Mais l'objectif des CPE, c'est ça. C'était vraiment de fournir un environnement éducatif, des services de garde éducatifs aux enfants, parce que ce qu'on voyait avant la création des CPE, c'est qu'il y avait des enfants qui grandissaient dans des milieux qui étaient beaucoup plus stimulants, où est-ce qu'il y avait accès à une bonne alimentation, à, dans le fond, une forme d'éducation, que ce soit par les parents ou par des milieux éducatifs de qualité. Puis il y avait d'autres enfants qui, parce que les parents avaient moins de revenus, des fois, c'est des enfants qui, mettons, allaient pas dans un service de garde, étaient gardés, mettons, par des personnes qui étaient moins qualifiées pour répondre à leurs besoins, pour les éduquer, ou dans le fond, des mères qui pouvaient pas retourner au travail après avoir eu leur enfant, donc qui étaient comme forcées à travailler en ayant des enfants, travailler de nuit, garder ton enfant de jour, fait que tu es moins disponible. Donc, l'enfant, il est moins stimulé. Donc, au niveau du développement, c'est moins avantageux. Donc, ça crée des inégalités plus tard. Donc, l'idée, c'était vraiment de fournir un service de garde éducatif aux enfants, particulièrement aux enfants qui n'en avaient pas accès à ce moment-là. Parce que, bon, il faut se rappeler qu'il y avait quand même des garderies, là, ça existait avant les CPE. Les CPE, ça date juste des années 90. Mais l'enjeu qu'il y a en ce moment avec les CPE, c'est vraiment que le nombre de places n'est pas suffisant. Parce que, comme c'est des services de garde de qualité, donc qui suivent des programmes éducatifs qui sont régis par le gouvernement, ils sont très populaires parce qu'ils sont aussi à faible coût. Et malheureusement, en ce moment, on n'a pas une garantie de place par enfant. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas de place. Et oui, il y a aussi des places subventionnées, il y a des milieux familiaux, il y a toutes sortes d'autres manières, d'autres milieux éducatifs. Mais en ce moment, le nombre de places est insuffisant. Ce qui fait en sorte que les enfants qui ont le plus besoin des CPE, ceux qui n'ont pas accès à ces milieux éducatifs-là à faible coût, qui auraient besoin d'un service à faible coût pour y avoir accès, bien, souvent, leur place est déjà prise par des enfants qui viennent de milieux soit plus favorisés ou tout simplement bien, par d'autres enfants qui en auraient besoin également, mais c'est ça. Les places, en gros, les places sont insuffisantes. Donc, ce que ça fait, c'est que en ce moment, ben, il y a des enfants qui n'ont pas accès à des services de garde éducatifs de qualité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas retourner sur le milieu du travail parce qu'elles n'ont pas le choix de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, ce qui fait en sorte que ça coupe des revenus dans des familles, puis ça crée d'autres inégalités sociales de santé. Malheureusement, c'est ça. Ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment comme un service éducatif de qualité en petite enfance pour tout le monde. Donc, savoir qu'il y a une place pour chaque enfant qui naît. Mais malheureusement, je pense que ça impliquerait un réinvestissement massif dans le réseau. Puis aussi, ben, de valoriser davantage la profession des éducatrices parce que, ben, c'est ça, on leur demande de faire une job d'éducatrice, donc pas juste de gardiennage, là, donc pas juste de subvenir aux besoins de base, mais vraiment d'éduquer les enfants, de repérer aussi les enfants qui peuvent avoir des difficultés, soit des retards de langage, des retards de développement en général, aussi de au niveau social, d'aider les enfants à développer des comportements prosociaux et tout ça, pour les préparer à l'école, pour qu'ils puissent avoir un meilleur départ dans la vie. C'est super, c'est juste que les salaires, ils n'ont pas suivi. Donc, on leur demande d'aller à l'école pendant 3 ans, d'aller faire une technique au cégep, puis ils ne sont pas payés en fonction, ils sont pas payés comme des techniciennes, ils sont vraiment payés comme une personne qui n'aurait même pas un DEP en général. Donc, avec des conditions qui ne sont pas faciles parce qu'on a augmenté les quotas, on a diminué aussi le financement au CPE. Donc, ça a impliqué aussi de couper dans leurs heures de préparation, de leur donner des horaires moins avantageux aussi. Donc, tout ça. Donc, je pense que c'est ça. De ce que j'en comprends, pour résoudre un peu l'espèce de crise qu'on a, c'est vraiment de créer des places. Puis ça, ben, ça implique de recruter des nouvelles éducatrices. Fait que ça implique de valoriser la profession autant financièrement qu'au niveau des conditions de travail. Puis aussi, ben, c'est ça. Sauf que ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que former des gens, ça prend quand même du temps. Puis pour que ça soit attrayant, ben, tu sais,
il faut augmenter les conditions. Donc, on n'est pas exactement là en ce moment, mais en gros, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à cet enjeu-là? Ben, écoute, j'en ai plein, là. C'est juste comme super intéressant. C'est comme, premièrement, juste le fait que, on parle on veut des places dans des CPE, mais comme tu le mentionnes, à la base, faut qu'il y ait des personnes qui fassent cet emploi-là. Oui. Puis là, faut que ce soit des gens qui soient formés, mais aussi, il faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés à le faire. Puis faut juste qu'il y ait des gens disponibles aussi. Mais il faut qu'il y ait des gens disponibles, mais ça, je pense qu'il y a des... Je pense pas que c'est... Oui, bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, là, je peux comprendre, mais je pense que si c'est un emploi qui est valorisé, puis qu'il y a un salaire décent, puis des bonnes conditions de travail, ça pourrait vraiment attirer des éducatrices. Moi, j'ai travaillé en CPE pendant un certain moment, pendant mes études. Je faisais de l'accompagnement d'enfants à besoins particuliers. Ça, c'est avant que je rentre au doctorat en psychologie. Puis, j'ai des collègues qui me disaient, quand je suis sortie de l'école, je me suis rendu compte que ma job étudiante de faire du ménage dans des bureaux au centre-ville, des bureaux gouvernementaux, c'était plus payant que ma job qui me demande 3 ans d'école. C'est ça. Puis qui est beaucoup plus difficile parce que je dois gérer un groupe de 8 enfants de 12 à 18 mois. Là. C'est ça. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que juste garder tout le monde en vie, c'est déjà un miracle. Là. C'est vraiment pas facile comme emploi. Donc, c'est ça. C'est des personnes qui font un travail qui est très exigeant, qui peut être très valorisant aussi parce que c'est beau de voir des enfants grandir puis de les accompagner là-dedans. Mais quand t'as pas la reconnaissance professionnelle, c'est vraiment difficile puis c'est pas motivant aussi. Moi, dans les années que j'étais là, il y a eu des coupures, puis j'ai vraiment vu, puis ça, c'est à titre personnel, là, c'est mon expérience à moi, mais j'ai vraiment vu l'effet sur le moral des éducatrices. T'sais. Ça a été vraiment difficile. Puis de voir aussi que, c'est ça, on va choisir de couper nos pauses parce qu'on ne veut pas couper le programme culturel. J'ai vu des femmes faire vraiment des choix très difficiles par rapport à leurs conditions de travail pour justement assurer des soins aux enfants de qualité. Mais c'est ça. C'est assez dommage qu'on ne reconnaisse pas cette expertise-là. T'sais. Ouais, mais j'en parlais avec une couple de mes invités. C'est un thème comme récurrent depuis le début de la pandémie, je pense. Au minimum, on se rend compte qu'il y a des inégalités criantes dans la société. Puis, ouais. Pas vraiment en rapport avec la psychologie sociale, hein, mais on se rend compte qu'il y a de l'argent qui s'en va à des places qu'elle n'a pas besoin d'être à cet endroit-là. Hein. On pensera à des milliards qui sont donnés à des compagnies qui sont par la suite vendues à des intérêts étrangers. Mm-hmm. Des milliards qui auraient pu être redonnés à plein d'endroits. Tout à fait. Oui, mais je te dirais qu'en psychologie communautaire, on s'intéresse à ça justement. Où va le financement? Après, on ne travaille pas sur les paradis fiscaux et compagnie, mais on s'intéresse à quand le gouvernement décide de dire je vais financer tel programme comme les CPE pour réduire les inégalités sociales, il y a nous en arrière souvent qui font comme OK, c'est quoi votre plan pour évaluer les impacts de ce projet-là? C'est quoi votre plan pour vous assurer de l'universalisme proportionné soit respecté? On va arriver avec nos idées, puis on va essayer justement de travailler en équipe avec les ministères pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut implanter, du moins quand ils veulent de nous, comment est-ce qu'on peut implanter, dans le fond, ces programmes-là pour justement réduire le nombre d'inégalités sociales de santé plutôt que de les augmenter. Parce que malheureusement, quand tu crées des programmes puis que ces programmes-là ne sont pas accessibles de manière équitable, c'est-à-dire selon les besoins des gens, ce qui arrive, c'est que les personnes qui en ont le moins besoin vont en profiter en premier, puis les gens qui en ont le plus de besoin n'y auront pas accès. Puis c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, ce qui veut dire que tu vas aggraver les iniquités plutôt que de les corriger. Donc, quand on dit que c'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, nous en psychologie communautaire, on s'en rend compte parfois. Puis ça veut pas dire que c'est ce qu'on fait, c'est pas bon, mais des fois, c'est de revoir un peu à qui ça s'adresse puis de quelle manière est-ce qu'on garantit l'accès aussi. Je voulais justement poser la question, parce que je trouvais ça curieux, que c'est quelque chose ça arrive souvent que les gens plus privilégiés profitent des programmes qui sont pour les plus pauvres. Tu l'as nommé, tu as dit l'effet Mathieu. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ça? Mais en fait, c'est assez simple de ce que moi, je le connais. C'est vraiment que, dans le fond, quand tu crées
mettons, un programme, peu importe c'est quoi, ou ça peut être, quand je dis programme, c'est large, là, ça peut être une subvention pour les familles en difficulté. On a tout le temps des seuils. Mettons, on va donner, comme là, récemment, là, si on prend dans l'actualité, le gouvernement a décidé que les familles qui font comme les revenus combinés de moins de 53 000 ou 54 000 $, je me souviens plus du chiffre exact, les gens qui font ce revenu-là, en bas de ce revenu-là, c'est des gens qui ont des difficultés socio-économiques ou sont comme moins privilégiés, donc on va leur redonner des sous. Là, ce qu'ils ont fait, qui est bien, c'est qu'on l'a donné à tout le monde. Mais si on se disait, mettons, on a juste, je sais pas, là, mettons qu'il y aurait genre 1,2 million de personnes accessibles, puis on est comme, on va faire 800 000 places. Fait que pour y avoir accès, inscrivez-vous sur le portail du gouvernement, puis on va vous envoyer vos chèques. Les 800 000 personnes qui vont s'inscrire en premier, généralement, c'est pas les personnes qui en ont le plus besoin, parce que c'est les gens qui vont être capables de, premièrement, être au courant de l'information. C'est pas les personnes les plus isolées socialement, des personnes qui n'auront pas, par exemple, un trouble de santé mentale, qui vont être capables de lire le français, l'anglais, comprendre. Une personne qui est immigrante, par exemple, qui a des difficultés à comprendre le français ou l'anglais pour avoir des difficultés à savoir qu'elle a accès à ça. Donc, il y a comme plein de facteurs qui font en sorte que les 800 000 personnes sur les 1,2 million qui vont avoir accès à ça. L'idée, c'est de ne pas dire que c'est des personnes ultra-bourgeoises, genre c'est pas des riches qui vont se faire passer pour des personnes dans le besoin, mais c'est des personnes qui sont dans le besoin, mais les personnes qui ont le plus de besoins, tu vas les laisser de côté. Donc, tu vas recréer une autre inégalité parce que tu vas donner des choses, tu vas donner un revenu ou peu importe, on parle de 200 $, c'est quand même pas ce qui fait une différence majeure dans la vie de quelqu'un, mais quand même, on va donner une aide à, mettons, certaines personnes. Après, ça, c'est fictif. Puis l'autre effet que tu vas avoir beaucoup, qu'il faut faire attention, c'est l'effet de seuil. Tu décides qu'il y a une personne qui a des difficultés financières, ça commence à 53 460 $. Fait que ça veut dire que si moi, je fais 53 461 $, j'ai pas de difficulté financière. Il faut penser à le seuil. Parce que les gens qui sont proches du seuil de la pauvreté, souvent, ils n'ont pas accès à beaucoup d'aide. Donc, ils se retrouvent dans des situations où est-ce que ils peuvent, au final, avoir autant de difficultés, sinon plus, parce que, à cause des effets de seuil, ils se retrouvent à être comme non privilégiés sur plein de mesures d'aide. Parce qu'on va dire, toi, tu n'auras pas accès au CPE moins cher parce que tu fais tant. Ouais, mais je fais juste un petit peu plus que la moyenne, que ce qu'on me demande. Puis j'ai pas plus accès, mes crédits d'impôt famille vont être moins élevés parce que ça. Puis finalement, quand tu cumules toutes ces affaires-là, tu te rends compte que les gens qui font juste un petit peu plus, finalement, sont désavantagés. Donc, l'effet de seuil, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on met un effet puis qu'on décide que, comme il y a un cut-off super précis de la pauvreté, ou ça peut être de d'autres choses, on le voit des fois dans d'autres domaines, la santé mentale, là, on décide que comme si tu as un score de temps sur une échelle, tu es dépressif. Si tu as un point de plus, tu n'es pas dépressif. Puis des fois, c'est comme, ça se peut que la personne, elle ait des difficultés quand même si elle n'arrive pas dans le cadre à fitter complètement. Fait que ça, c'est les effets de seuil qu'on essaie de prévenir. Puis on essaie aussi, quand les gens conceptualisent des programmes sociaux, que ce soit dans le communautaire ou au niveau, c'est ça, ministère, parce que nous, on travaille vraiment avec des gens de tous horizons, là, autant des mouvements sociaux qui vont être vraiment des mouvements qui sont vraiment, c'est quoi l'expression? Du mouvement comme vraiment bottom-up, là, donc des gens qui vont se rassembler dans une communauté pour revendiquer des droits, autant des décideurs comme des gouvernements, puis autant des organismes communautaires qui travaillent directement avec certaines populations. Donc, nous, quand on rencontre des gens qui veulent faire des choses pour la société, qui veulent améliorer leur communauté, on essaie d'être là pour les conseiller, pour éviter justement de tomber dans ces écueils-là, qui, en soi, les gens, quand ils tombent là-dedans, c'est pas par mauvaise intention la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils se disent, on va calculer c'est quoi la pauvreté, ou on va dire, OK, j'ai tant de place dans mon organisme, je vais fonctionner avec tant de place dans mon quartier, plutôt que de vraiment réfléchir à, OK, c'est quoi que ça veut dire pour les personnes qui sont dans les situations les plus vulnérabilisantes, t'sais. Donc, nous, c'est vraiment ces gens-là qu'on a en tête. À toutes les fois qu'on fait des interventions, toutes les fois qu'on travail, on essaie de penser aux personnes qui sont dans les situations les plus vulnérabilisantes, puis d'essayer de minimiser, dans le fond, les impacts négatifs sur ces gens-là, puis de maximiser, dans le fond, les impacts positifs qu'on peut avoir auprès de ces gens-là. Puis ça passe en deuxième. Ça passe en premier avant
avant les intérêts des décideurs. Fait que des fois, nous, ça nous met dans des drôles de positions quand on prend des contrats parce que les gens qui nous payent, c'est rarement les gens qui ont le plus de besoins par rapport au service, alors que nous, c'est vraiment la population qu'on veut servir le plus. Donc, il faut apprendre aussi à travailler en ayant ça à cœur, mais en étant quand même capable de collaborer parce que c'est ça notre objectif, là. On n'est pas là pour faire on n'est pas là pour revendiquer ou pour comme faire nécessairement. On fait de l'activisme, là, mais c'est ça, d'une manière plus interne généralement, mais il y a des gens qui le font aussi à l'externe. Ça dépend de la philosophie de chacun. Je vais juste revenir un tout petit peu sur l'effet de seuil, parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu parler beaucoup de... j'ai pas fait une belle phrase, là. Ça me fait penser à quelque chose que on entend parler souvent. Je finis toujours avec un « de », c'est pas bon, ça. C'est ça. J'aimerais ça juste revenir sur l'effet de seuil, parce que je lis beaucoup Twitter. Puis sur Twitter, quand il y a beaucoup d'activisme puis de revendications, puis il parle des mesures sociales aux États-Unis qui sont on va donner de l'argent justement à des pauvres puis tout ça, mais pour savoir si toi tu le mérites, ils font du means testing. Mm-hmm. Fait que savoir si eux autres ont les besoins de l'avoir. Puis apparemment qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de comme assez controversé dans les cercles d'activistes. Oui, ben c'est sûr que ce que toi, tu me parles, moi, de ce que j'en ai vu aussi sur les réseaux sociaux principalement, là, c'est pas un terme que j'ai nécessairement trouvé sur le plan académique, mais pour avoir travaillé, mettons, dans le communautaire, tu sais, les gens, mettons, qui ont besoin, que ça peut être de l'aide alimentaire, un service de soutien quelconque, quand ils arrivent, c'est déjà difficile d'aller demander de l'aide, puis des fois, ben c'est comme, là, il faut vraiment que tu me prouves que tu n'arrives pas à payer ta facture d'épicerie, puis que tu as vraiment besoin de mon panier. Puis ça, souvent, ça part du fait qu'on est limité dans nos moyens. Donc, mettons, comme organisme, je ne peux pas desservir tout le monde. Donc, je veux m'assurer que les gens auxquels je vais donner, par exemple, un panier alimentaire, c'est vraiment des gens qui en ont besoin. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, ça demande aux gens de comme se faire une démonstration de leur pauvreté ou leur situation qui est difficile, puis qui est associée à beaucoup de honte aussi dans notre société, c'est d'avoir besoin, mettons, d'aide alimentaire. C'est pas quelque chose qui est valorisé nécessairement. Donc, c'est ça. Mais en même temps, c'est des gens qui vous disent, ben je veux m'assurer que les gens à qui je donne le service, c'est ceux on est sûr qu'ils en ont besoin. Mais d'un autre côté, ben je veux pas que les gens aient besoin de mettre en scène leurs problématiques pour que je leur donne de l'aide. Ce qui revient beaucoup à la question que, un des principes qu'on appelle l'universalisme proportionné, qui est de dire, ben il faut que l'accès au programme de soutien soit universel, qui est à proportionner ensuite, donc de dire, on va donner un peu plus à une personne, un peu moins à l'autre, mais de dire que l'accès aux services devrait être universel. Mais effectivement, moi, mettons, sur le terrain communautaire, par exemple, le problème qu'on a, c'est qu'on va demander des statistiques. À la fin de l'année, nos bailleurs de fonds nous disent, OK, on veut savoir c'est qui les gens que vous avez desservis cette année. Mais tu n'as pas le choix d'avoir un minimum d'informations sur la situation socio-économique des gens, d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus chercher un service. Mais de l'autre côté, tu veux respecter aussi leur droit à la vie privée, puis dire, ben tu n'es pas obligé de me dire combien tu fais par année. Parce que ça ne devrait pas être ça qui détermine si je t'offre un service ou pas. Mais d'un autre côté, moi, si j'ai aucune information sur le portrait socio-économique des gens, ben mes bailleurs de fonds, ils ne me renouvelleront pas, fait que je ne pourrai plus en donner de service. Donc, puis ça, c'est un problème qu'on a au Québec aussi. Hein. En passant, ben, peut-être que c'est moins connu. Je ne sais pas aussi, peut-être que les bailleurs de fonds aux États-Unis sont encore plus sévères. Nous, je sais qu'au Québec, généralement, moi, en tout cas, dans l'organisme où je travaille, on le collecte sur une base volontaire. Donc, les gens nous remplissent un document sur leur profil socio-économique et ils peuvent répondre aux questions qu'ils veulent. Puis, ils peuvent laisser des questions ou toutes les questions non répondues aux besoins. Mais ça se peut qu'aux États-Unis, ça soit comme plus agressif là, à ce niveau-là, de devoir avec des slips de paie et tout ça. Parce que nous, on se base sur la bonne volonté des gens. Là. On leur demande pas de preuves. Mais ça se peut tout à fait que dans certains cas, ça soit pas le cas. Ouais, ben, je suis un peu familier avec le communautaire. Je suis sur le CA d'un organisme cool. on aide les gens qui font de l'anxiété. Okay. On fait du pour-répare. Fait que, on arrive à la fin de l'année, il faut faire la reddition de compte. Puis
faut dire, ah, mais ça a coûté tant, on a besoin de tant d'argent, on a utilisé tant d'argent pour faire comme telles affaires. Moi, c'est des affaires qui me dépassent énormément, personnellement. Bien, c'est sûr que le problème actuellement, puis c'est ce que beaucoup d'organismes communautaires se plaignent, c'est qu'on a de moins en moins de financement à la mission. C'est-à-dire que, généralement, tu en as un peu au niveau du ministère avec lequel tu traites, mais dire, mettons, OK, le ministère de la Santé me donne, je sais pas, 100 000 $ pour que je fasse rouler mon organisme, puis je peux le dépenser comme je veux. Ça, ces espèces de cartes blanches-là, on les a de moins en moins dans le milieu communautaire. Ce qu'on voit beaucoup, c'est du financement selon les projets. Financement par projet. Fait que là, ça va dire, OK, ben tu as un projet... c'est ça, de par aidance pour les personnes qui font de l'anxiété. Donc, je vais te financer de temps, mais je vais te financer de 100 000, mais là-dedans, il y a 25 000 en ressources humaines, il y a 25 000 en équipement, 25 000 en ci, 25 000 en ça. Ce qui fait en sorte que, ben, tu n'as pas le choix, à toi, de dépenser cet argent-là, selon une certaine structure. Après, des fois, il y a des petits tours de passe-passe, là. Les gens peuvent s'arranger, mais ça reste quand même des fois très rigide, ce qui fait en sorte que ça enlève la marge de manœuvre à l'organisme pour vraiment faire ce qu'il lui juge qui est le mieux. Puis, c'est ça. Des fois aussi, ça donne des espèces de budgets d'organisme, mais vraiment comme tout en casse-tête avec comme plein de petits morceaux venant de plein d'endroits. Fait que ça devient vraiment lourd sur le plan administratif. Puis ça gruge beaucoup de ressources aux organismes communautaires. Puis c'est vraiment dommage, là, parce qu'en soi, c'est du temps qui ne passe pas à comme, réfléchir justement à leur programmation, réfléchir à comment desservir la population qu'ils souhaitent desservir, mais plutôt comme à essayer de comme, rentrer toutes leurs affaires dans des petites cases. Donc, ça, c'est une grosse critique qu'il y a eu du fonctionnement, dans le fond, du programme gouvernemental. Je me souviens plus de son nom, là, mais c'est un programme, dans le fond, d'administration des fonds. Mais on le voit aussi chez les bailleurs de fonds privés. Ça devient de plus en plus compliqué. Puis c'est ça aussi, il y a toujours le problème de tu demandes 100 000 $ puis on t'en donne 50 et on s'attend à ce que tu aies les mêmes résultats que si je t'en avais donné 100 000. Ça aussi, les gens du communautaire sont super créatifs, sont très bons pour faire beaucoup avec peu, mais des fois, c'est comme, c'est un petit peu exagéré, là, ce qu'on leur demande. Puis des fois, tu sais, j'ai entendu des directions d'organismes dire, j'ai de la difficulté à payer mes gens au salaire minimum, là. Donc, c'est ça. C'est des emplois qui sont peu valorisés. Puis, il faut se rappeler que c'est 80% des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire et aussi que c'est des personnes qui sont majoritairement éduquées, d'ailleurs. Donc, c'est des gens qui travaillent à un très faible salaire avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est vraiment des gens qui le font parce qu'ils sont des passionnés ou parce qu'ils sortent de l'école. C'est comme les deux raisons principales qu'on voit les gens entrer dans le communautaire. C'est deux bonnes raisons, mais c'est dommage que c'est pas un milieu qui soit plus valorisé. Ouais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que je l'ai vu dans les 10 dernières années, j'étais dans les premières lignes de justement comment la conceptualisation des demandes au PSOC, le Programme des soutiens aux organismes communautaires. C'est ça le nom. Comment justement ça a changé. Maintenant, on parle de plus justement des projets. Mm-hmm. Je l'ai vu, mais il y a aussi le fait que l'argent alloué, donné aux organismes n'a pas été augmenté avec l'inflation. Oui, c'est ça. Non, puis effectivement, puis comme, tu sais, les loyers des organismes ont augmenté. Tu sais, louer un local à Montréal, c'est rendu beaucoup plus cher que c'était, puis ça a augmenté quand même rapidement dans les dernières années. Puis, oui, effectivement, il y a un ajustement. Puis, je pense que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de création de fonds privés. Puis ça, c'est pas négatif, dans le sens que s'il y a des gens qui veulent redonner à la société de cette manière-là, c'est super. Mais ce que ça fait, c'est que ça a comme désengagé le gouvernement. Parce qu'ils ont dit, il y a des fonds privés qui vous financent. Fait que nous autres, on va couper notre enveloppe budgétaire, puis on va le mettre dans, je sais pas, le 3e lien Québec ou des affaires de même, tu sais. Fait que c'était une blague. Mais oui, ils vont le mettre ailleurs, tu sais, des fois peut-être dans les hôpitaux ou dans autre chose. Mais ce que ça fait, c'est que on arrive avec le dilemme éthique qu'en ce moment, il y a des fondations privées qui gèrent la majorité
de nos organismes. Par exemple, quand on parlait de petite enfance tout à l'heure, pendant de nombreuses années, c'est l'organisme Avenir d'enfants qui s'occupait de ça, mais c'est un organisme, un partenariat public-privé, mais ça reste que c'est pas des gens élus par la population, là, donc pas des gens, mettons, qui travaillent sous un ministère, sous un ministre, donc, dans le fond, élus par la population selon la démocratie, qui prenaient des décisions pour financer la plupart des organismes en périnatalité, petite enfance au Québec. Donc, c'est quand même c'est une question qu'il faut se poser aussi. T'sais. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que quand les fondations se retirent, ben là, il y a un gros vide aussi. Ce qui est le cas d'Avenir d'enfants, là, qui la mission s'est mis fin, a pris fin cette année, je pense. Puis c'est ça, c'est comme la panique dans les organismes communautaires fermés de dire, ben là, c'est notre plus gros bailleur de fonds, il disparaît, nous, on fait quoi? Donc, ça, c'est une autre problématique. Mais effectivement, le milieu communautaire aurait besoin, je pense, d'investissements massifs. Mais encore une fois, il faudrait que ça se fasse, puis il faudrait que la structure puisse absorber ça aussi, puisqu'en ce moment, les organismes, il y en a beaucoup qui ont fermé dans les dernières années. Il y en a beaucoup qui ouvrent aussi, mais c'est ça. Ça devient de plus en plus difficile de maintenir des organismes à flot. Ouais, puis c'est quand même... C'est drôle de dire ça de même, mais c'est payant, des organismes communautaires, parce que chaque dollar investi, entre guillemets, t'en reçois 1,5. Je sais pas exactement ce qui a fait le calcul comme ça, mais apparemment que ça redonne à la société. Mais il y a un petit problème avec ce calcul-là, je pense, dans le fait que les gens communautaires sont pas super bien payés aussi. Là. Ouais, ben je pense que c'est ça, le $1,5. Mais c'est vrai qu'économiquement, il y a un argument à faire dans tous les programmes de prévention de problématiques, que ce soit en santé mentale, en santé physique, en promotion aussi de la santé. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les effets sont vraiment bénéfiques, autant sur le plan économique que social. Quand c'est des programmes qui sont évidemment qui répondent à des besoins puis qui sont bien faits, là, parce que c'est sûr que des fois, c'est ça, tu peux pas faire n'importe quoi en prévention non plus ou en promotion de la santé, tout ne fonctionne pas, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Mais après, il y a aussi le côté humain de dire si je peux éviter que, mettons, parce que quand on parle de prévention, là, c'est aussi, prévenir, c'est ça, je sais que, mettons, il y a des quartiers où il y a des gros problèmes de pollution. Si je peux trouver des manières d'éviter que, comme de décontaminer l'air ou de comme réglementer au niveau de l'industrie pour éviter que des gens tombent malades dans le futur, bien, c'est vraiment positif. Mais ça, on a comme une facilité de le conceptualiser parce que c'est concret, t'sais. Les gens auront moins le cancer. Mais des fois, quand on parle de santé mentale, c'est comme plus compliqué à voir, de dire, ben, tu sais, si on soutient les gens. Puis ça, quand je dis soutien, c'est pas juste individuel. Tu sais, quand on s'assure que les gens, mettons, financièrement, ils peuvent s'en sortir avec un salaire, mettons, au salaire minimum, tu peux vivre décemment. Fait que tu n'auras pas comme un stress financier constant. Quand on sait que les logements sont abordables puis que les gens vont pouvoir se loger confortablement sans que tout leur salaire y passe. Quand on sait que les gens, tu sais, vont pouvoir mettre des limites au travail, de ne pas se faire harceler dans leurs heures personnelles. Donc, il y a comme... Puis là, c'est 3 facteurs que j'ai nommés, mais il y en a évidemment énormément. Bien, c'est sûr que quand on s'assure que les gens ont le meilleur environnement possible pour se développer, pour être bien dans leur santé physique et mentale, bien, c'est sûr qu'après, il y a moins de gens dans les hôpitaux. Il y a moins de gens qui sont déprimés, il y a moins de gens qui sont anxieux, il y a aussi moins de gens qui ont des maladies physiques, donc, c'est sûr que c'est ça. Puis c'est vraiment ça, nous, en psychologie communautaire. On ne regarde pas juste les facteurs individuels. Parce que des fois, en prévention ou en promotion, c'est vraiment sur « Ah, ben je vais t'outiller toi comme individu pour que tu sois moins anxieux. » Sauf que si tout ton environnement autour il est stressant, ben oui, j'ai beau essayer de te donner un petit cours d'autodéfense, puis évidemment qu'on peut apprendre des compétences là, pour gérer l'anxiété. Là. Si tu travailles dans un organisme, je suis sûre que c'est ça, tu sais qu'il y a des moyens concrets dans notre vie qu'on peut prendre pour gérer de l'anxiété, mais ça reste que, tu sais, c'est ça, si t'es toujours en train de vivre énormément de stress dû au milieu dans lequel tu vis, ben ça va être vraiment difficile pour toi de maintenir une bonne santé mentale sur le long terme.
Ouais, mais on sait tout que, tu sais, c'est comme, fais-toi une tisane, respire un peu, hein, puis Non, tout va c'est aller ça. bien. Ou des fois, Retourne c'est sur des le- trucs genre fais de l'exercice plusieurs fois par semaine, mange bien, dors bien. Ouais, mais c'est parce que je travaille 60 heures semaine, je gagne vraiment pas beaucoup d'argent, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas les moyens de me payer un traiteur de super bon plat santé. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là. Il y a comme plein de facteurs autour qui font en sorte qu'on peut pas toujours adopter des comportements qui sont les plus bénéfiques pour notre santé. Puis aussi, on a le droit de pas tout le temps adopter des comportements. Je pense que c'est ça. Je pense que de manière dans la globalité, il faut se détacher de la perception comme quoi les individus sont responsables de leur environnement, dans le sens qu'on est partiellement responsable, mais il y a quand même beaucoup de facteurs externes à nous, la classe sociale dans laquelle on est né notamment, qui vont avoir beaucoup d'effets. Fait qu'il faut penser la santé de manière plus holistique, comme on dit, là, donc de penser, c'est ça, vraiment à l'individu dans son entièreté, puis aussi dans son environnement. J'aimerais poser une question peut-être un peu plus à caractère personnel. Je me demandais qu'est-ce que t'as attiré, toi, à cette discipline-là? Ben oui, moi, dans le fond, je suis allée au bac en psycho parce que je travaillais, dans le fond, avec des enfants à besoins particuliers. J'aimais beaucoup mon travail. J'aimais la relation d'aide. J'ai étudié, dans le fond, moi, en biologie avant. Puis j'aimais beaucoup la recherche aussi. Fait que je m'étais dit, bon, j'aime la bio, j'aime le vivant, mais je m'ennuie un peu en biologie de la relation d'aide. Fait que je vais aller en psycho. Ça me semble comme être à mi-chemin entre les deux. Puis au bac en psycho, ben je trouvais ça vraiment intéressant, la psychologie plus clinique traditionnelle, donc d'apprendre comment accompagner des gens, à traverser des moments difficiles, comment accompagner des gens qui cherchent à s'épanouir sur le plan de la santé mentale, comment aider des gens à réduire leur souffrance, tout ça. Mais ce que je trouvais plate, c'est que justement, souvent, on est limité comme clinicien parce que oui, tu peux outiller une personne autant que tu veux, tu peux l'accompagner. Puis je pense que la psychothérapie, c'est une super belle ressource, mais elle a des limites. On dirait que, c'est pas normal que la plupart des gens que je connaisse aient eu un épisode dépressif ou fassent de l'anxiété ou, il y a comme tellement de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Puis j'ai l'impression que, il y a des causes vraiment plus évidentes que ça. Puis il y avait comme cet aspect-là. Puis dans notre cursus à l'UQAM, on fait un cours en psychologie communautaire. Puis c'est là que j'ai découvert un petit peu plus l'approche. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Mais encore là, les profs qui nous le donnaient, eux, ils nous ont parlé plus de manière générale, évidemment. Moi, à cette époque-là, dans le fond, je travaillais dans un organisme communautaire. Puis on avait à l'époque, je travaillais dans un programme de soutien parental, dans le fond, dans un objectif de réduction de la négligence maltraitance, mais aussi, juste d'aider des parents qui étaient dans le besoin en périnatalité. Puis c'est là que j'ai su qu'il y avait un programme gouvernemental qui faisait la même chose. Puis c'est là que j'ai vu aussi que, bon, j'ai vu un peu comme les failles du programme gouvernemental, puis j'ai aussi compris comme c'est quoi la réalité de comme vouloir réduire les inégalités sociales de santé. Puis j'ai trouvé un directeur qui s'intéressait à ces programmes-là en France puis au Québec. Puis c'est ça qui m'a amené à décider de faire ma thèse en psychologie communautaire. C'est vraiment comme mais tous mes intérêts convergeaient vraiment en psychocom. Puis pour moi, ça avait comme pas de sens d'aller étudier autre chose, tu sais. Puis souvent, c'est ça. Parce que c'est quand même des gros projets, c'est des grosses thèses en psychocom. Souvent, c'est des gens vraiment motivés qui ont quelque chose qui leur tient à cœur puis qui ont envie de comme aller faire une différence. Faire une thèse qui se ramassera pas ses tablettes. Pas que toutes les thèses se ramassent sur des tablettes, là, mais particulièrement en psychologie communautaire, comme on réfléchit d'avance à comme l'impact
pour, c'est ça, de nos projets dans nos environnements. Puis on essaie vraiment aussi de le co-construire avec les personnes qui sont touchées. Puis ça, c'est vraiment une particularité qui est intéressante aussi, tu sais. Ouais, t'as vraiment l'aspect psychologie, savoir comment une personne réagit, comme qu'est-ce qui construit la personnalité de quelqu'un. Mais t'as aussi un aspect qui est comme recherche pratiquement anthropologique. Ben il y a vraiment des similitudes, tu sais. La psychologie communautaire, comme je disais, c'est un amalgame de plein d'autres disciplines. Fait que, tu sais, oui, il y a de l'anthropologie là-dedans, il y a de la psychologie sociale, il y a, tu sais, c'est ça, comme je disais aussi, des études féministes, parce qu'on va s'intéresser, par exemple, au rôle du genre. Donc, oui, c'est ça, on va mélanger tout ça. Puis, on va piger aussi sur le plan théorique dans toutes ces approches-là pour vraiment essayer, c'est ça, de développer des méthodologies qui nous permettent de répondre à nos questions, ces interrogations-là qui souvent émergent plus du terrain, beaucoup moins sur... Il y en a sur le plan théorique, là, bien sûr, mais c'est ça, souvent, ça va émerger d'une préoccupation plus dans la vie réelle, c'est ça, dans la réalité des intervenants, des personnes qui vivent avec une certaine problématique ou qui vivent une certaine situation, qui vont nous interpeller, puis qui vont être comme « Hey, ça, je me pose des questions là-dessus ». Puis nous, on va partir de là avec eux, puis on va les accompagner dans ce processus de réflexion-là. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, tu sais, c'est que t'es vraiment... Moi, ce que j'adore de cette discipline-là, c'est vraiment que c'est concret. Moi, j'avais besoin de quelque chose de comme ancré dans la réalité, tu sais, c'est ça, pas dans un labo où est-ce que, tu sais, c'est ça, des fois... Puis j'admire aussi mes collègues en neuropsy qui font des trucs en laboratoire dans des environnements super contrôlés. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comme quand tu prends ces idées-là puis que tu les importes dans la vraie vie, est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient pas? Comment ça se passe, tout ça? Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup allumée avec la psychologie communautaire. Mais ça complique les choses, je veux pas. Mais ça complique les choses d'une belle manière. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'aspect révélateur, comme révéler certaines structures de la société. Des affaires qui sont pas nécessairement visibles quand on regarde les affaires, mais la psychologie communautaire va essayer de regarder la relation des personnes entre eux et, admettons, les instances gouvernementales ou l'environnement ou le milieu dans lequel ils vivent. Exactement, mais on va vraiment réfléchir, c'est ça, comme le terme qu'on utilise, là, qui est des fois un peu galvaudé, malheureusement, c'est perspective holistique de la santé. Donc, vraiment de voir l'interaction entre l'ensemble des différents systèmes, ou des fois, on entend perspective écologique aussi, là, mais donc vraiment d'aller regarder au niveau de, tu sais, c'est ça, c'est quoi tous les systèmes qui interagissent sur une personne, évidemment. On peut jamais aller comme tout identifier là, parce que c'est beaucoup trop complexe, mais on va essayer de prendre en considération la majorité des éléments qu'on peut. Comme ça, quand on parle d'une problématique, on veut un portrait qui dépasse l'individu et son environnement immédiat comme sa famille et tout ça. On va aller un petit peu plus loin que ça. Parce que souvent, si les problèmes continuent dans le milieu immédiat, dans les institutions, dans les écoles, dans le quartier, bien, si tu veux régler le problème, tu peux pas juste te tourner vers la personne. Il faut que tu regardes aussi ce qui se passe autour. Tu sais. Ouais, j'aime bien gros ça, moi, holistique, là, holisme, là, j'aime bien ce mot-là. J'y pense souvent, en fait. Ouais, ben j'ai fait une mini-entrevue avec un de mes amis, puis en pré-entrevue, on parlait de l'autonomie agroalimentaire, puis c'était un système holistique, il faut que tu penses à tout comment ça c'est structuré dans un bloc. Tu peux pas juste penser, tu sais, l'abattage comme tout seul, tu sais, faut que tu penses à comment tu nourris ces animaux-là, comment tu les amènes en quelque part, les normes, etc. Fait que j'ai réfléchi beaucoup récemment, tu sais, puis c'est j'aime juste ça. Je trouve que c'est un beau mot aussi. Oui, c'est un beau mot, puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Sauf que, tu sais, malheureusement, en termes de santé mentale, souvent, on finit par se rendre à la conclusion que le capitalisme, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu remontes jusqu'en haut, ben c'est vraiment comme le système économique et social. Puis c'est ça, c'est le système capitaliste. Mais c'est ça, je pense que quand on parle de problématiques complexes, comme la santé, puisque la santé, c'est complexe, c'est multifactoriel, on n'a pas le choix d'avoir cette perspective-là.
Surtout quand on parle de santé mentale, puis même pour plein de problèmes de santé physique, il faut vraiment réfléchir, c'est ça, de manière plus globale. C'est un exercice qui est aussi plus compliqué, parce que ce serait plus facile si on pouvait juste dire t'es anxieux, c'est parce que tes neurotransmetteurs ne fonctionnent pas, voilà une pilule, puis maintenant tout va bien. Ce serait super si les choses étaient aussi simples. Malheureusement, c'est pas la réalité. Mais c'est ça. Es-tu familière avec le texte Capitalist Realism? De qui? Mark Fisher. Ça me dit quelque chose, mais je peux pas te le citer de mémoire. Ah, c'est juste que c'était ce que tu dis à propos... J'en ai parlé à mon émission quelques fois. Dans son texte, Mark Fisher, c'est un dude universitaire qui a étudié comme le marxisme, des affaires de même. Mm-hmm. Puis, tu sais, des affaires de même. Là. On les aime, eux autres. Puis, essentiellement, il dit que, entre autres, la thèse de Capitalist Realism, c'est que le capitalisme ne peut pas entrevoir de sortie de son propre système. Mm-hmm. Et que ce qui fait en sorte que quand quelqu'un a justement une dépression ou quand quelqu'un fait de l'anxiété, tu peux dire que c'est les neurotransmetteurs qui font ça, c'est pas penser à la racine du problème. Mm. Tu donnes à quelqu'un une pilule pour qu'il retourne dans justement cet environnement-là qui lui est délétère en bout de ligne. C'est une partie de la thèse. Oui, effectivement. Après, tu sais, c'est ça, c'est toujours aussi... Comment dire? C'est toujours plus complexe qu'il n'y a pas une réponse. C'est jamais 100% l'environnement, c'est jamais 100% ta génétique. C'est toujours une interaction entre les deux parce que, bien que, effectivement, je pense que l'environnement a comme énormément d'influence sur qui on est, sur notre santé, sur notre bien-être et tout ça. Il y a quand même, des fois, des filons génétiques, on le sait par rapport à certaines maladies comme le cancer du sein, par exemple. On sait que, bon, si tu as certains gènes, certaines versions de certains gènes, les gènes BRCA, tu as beaucoup plus, tu as un pourcentage vraiment significativement plus élevé d'avoir certaines problématiques, de développer certains cancers féminins au courant de ta vie. Je pense qu'en santé mentale, c'est peut-être moins clair, mais il y a quand même, on le voit génétiquement, peut-être certaines réponses qu'on peut aller chercher là. Puis, l'idée, c'est pas de dire faut pas chercher au niveau des neurotransmetteurs. L'idée, c'est que la réponse, ça sera jamais complète. Ça prend des gens en neuropsychologie, en pharmacologie qui vont comme voir c'est quoi les effets sur les neurotransmetteurs. Est-ce qu'on peut aider les gens qui en ont besoin à travers, des fois, ça peut être de la médication, de la psychothérapie. C'est quoi qu'on peut faire à ce niveau-là? Mais aussi, ça prend des gens en psychologie communautaire qui se posent des questions sur OK, mais comme c'est quoi le rôle de l'environnement dans le développement, mettons, de la dépression ou d'autres problématiques de santé mentale, puis comment est-ce qu'on peut, prévenir à travers, l'environnement. Mais si jamais des auditeurs qui ça les intéresse, moi, il y a le professeur Marcelo Otero qui est au département de sociologie de l'UQAM, qui a fait plusieurs textes sur notamment la dépression, puis le rôle de la société, du capitalisme. Et c'est ça, notamment aussi sur la prescription d'antidépresseurs. C'est super intéressant, c'est comme hyper critique, mais d'une manière, c'est ça qui est pas... Pour moi, c'est jamais de rejeter tout d'un bloc, mais plutôt d'accepter que tu n'auras pas une réponse simple à des problématiques complexes. Donc, c'est ça, tu peux pas juste dire c'est l'environnement, parce qu'il y a des gens que tu peux le mettre dans le même environnement, puis il y a des gens qui vont développer quand même certaines problématiques de santé physique, mentale, tout ça, parce que, des fois, c'est ça, c'est l'interaction. C'est que tu avais une génétique qui était moins favorisée, puis tu as des gens que, c'est ça, tu peux mettre dans des situations vraiment d'extrême. Tu peux leur mettre tous les facteurs de risque que tu veux sur les épaules, puis on sait pas exactement pourquoi, mais eux, ils vont bien s'en sortir, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est pas la responsabilité, c'est pas leur faute. C'est pas la faute des gens s'ils s'en sortent ou s'ils s'en sortent pas. Il faut les soutenir dans tous les cas, peu importe leurs besoins, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... tu peux pas t'attendre à avoir une réponse simple à des problèmes complexes. C'est ce que j'essaie de me répéter. Qu'en est-il de l'activisme? Tu l'as mentionné, les psychologues sociaux, les communautaires, les psychologues communautaires, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement de faire de l'activisme, mais il y a des racines profondes d'activisme dans la discipline. Ils tirent une partie de la respiration. Tu me l'as mentionné au début, avant qu'on enregistre, dans le féminisme, dans les mouvements antiraciaux.
Ouais. Antiraciste. Antiraciste, oui. Tout à fait. L'activisme, c'est une chose qu'on peut faire. Après, comme je disais, la psychologie communautaire, c'est vaste. Il y a plusieurs... C'est une sous-discipline, mais ça se divise en plusieurs branches aussi. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a différents rôles qu'on peut porter aussi. C'est sûr que, moi, ma posture, c'est plus... la posture que moi, j'ai choisi d'adopter, c'est peut-être plus de travailler avec les organismes, avec les décideurs, plus dans l'ombre, si on veut, comme consultante ou pas qu'on se cache ou quoi que ce soit, mais plus de travailler main dans la main avec les gens qui, eux, vont être sur... quand on va parler d'un organisme, on va parler du nom de l'organisme, pas du psychologue communautaire qui fait partie de l'équipe ou comme... on est moins comme mis de l'avant. Puis c'est bien parfait comme ça, mais on va accompagner, c'est ça. Généralement aussi, on essaie de pas rester... C'est ça, de planifier notre départ dès qu'on arrive à quelque part. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'on va transmettre des connaissances, on va accompagner les gens dans leur processus de réflexion, puis on va s'assurer qu'ils sont autonomes par la suite, puis on va se retirer. Après, il y a des gens qui vont développer une expertise plus spécialisée dans un domaine, puis qui vont devenir une référence en la matière, puis ça va leur donner un certain rôle d'activiste, pour porter certaines causes. On peut penser à l'UQAM, il y a Brian Michara, qui est un professeur à la section de psychologie communautaire, qui, lui, a dédié sa carrière à la prévention du suicide. Il a été président de l'Association mondiale de prévention du suicide. C'est une des plus grandes références, probablement la plus grande référence mondiale en prévention du suicide. Lui, il a vraiment dédié sa carrière à cette question-là, ce qui fait en sorte que, quand les gens ont des questions à ce niveau-là, dans les médias, dans toutes sortes de, dans des milieux aussi, les gens vont contacter son labo, vont le contacter lui directement, ce qui lui donne une certaine il n'est pas porte-parole de la cause, on s'entend. Mais ses travaux sont tellement reconnus puis sont tellement importants dans ce domaine-là que, il a démontré par la force des choses que le suicide pouvait être on pouvait le prévenir, pas à 100%, mais on peut réduire les taux de personnes qui se suicident si on met en place certaines mesures. Puis lui, c'est vraiment ça qu'il a réussi à démontrer par ses travaux, ce qui, en soi, on peut dire que c'est un certain activiste parce qu'il a vraiment changé la perspective de certaines personnes qui se disaient, le suicide, ça fait partie, c'est une réalité sociale, ça arrive, il y a des gens qui meurent, on peut pas y faire grand-chose. Puis, lui est avant en disant, moi, je suis convaincue que c'est pas vrai. Puis, il l'a prouvé à travers, toutes sortes de projets, toutes sortes de travaux. Évidemment, il a fait ça sur plusieurs décennies, puis il le fait toujours d'ailleurs, là, puis avec son labo, puis avec des collaborateurs. Il n'a pas tout fait ça par lui-même, mais il a vraiment pris une cause à part, puis il en a fait comme son cheval de bataille. Tous les psychologues communautaires ne vont pas nécessairement prendre ce chemin-là, mais souvent, ils vont avoir quand même des sujets de prédilection, puis oui, ils vont devenir ce qu'on pourrait dire des activistes pour leur cause, mais encore une fois, toujours dans une perspective de travailler en collaboration, puis de ne pas se mettre nécessairement devant. C'est ça, c'est pas nous, les personnes. Nous, on va accompagner les gens. On n'est pas là pour prendre les décisions, puis pour leur dire quoi faire non plus. Mais quand même, quand tu travailles un peu avec un décideur, t'es à partir des ombres, il y a pas quand même un genre d'activisme soft qui se passe là? Oui. Puis on arrive avec des idées en arrière de la tête. Là, je fais pas. On n'est pas comme. On n'arrive pas là comme avec une position complètement naïve. On y va pour essayer de conscientiser les gens à certains enjeux. Puis, on va aussi essayer de... c'est ça, on arrive avec quand même des présupposés, mais je pense qu'il y a un côté où est-ce que... C'est ça, c'est une autre forme d'activiste que organiser des manifestations, faire du bruit, comme c'est ça. Après, des gens pourraient le faire, puis ce serait tout à fait approprié aussi, là, mais mettons, c'est moins comme ça qu'on va travailler en général. Nous, on va plus, c'est ça, comme je disais, faire de l'activisme, mais à l'intérieur des organisations ou en accompagnant. Ou,
C'est ça. Ou des fois, je dirais que c'est même une forme peut-être d'activisme scientifique. Parce que des fois, il y avait un côté où c'était montrer qu'on peut faire des choses. Ça a été quand même... parce que des fois, c'est ça, sur certaines problématiques complexes, justement, on peut facilement devenir vraiment négatif, puis de se dire, on peut rien faire, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Puis je trouve que des fois, de montrer qu'on peut faire des choses, de montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Des fois aussi, des fois, des organismes qui vont nous poser des questions sur c'est quoi qui se fait ailleurs? Nous, on est super bon pour faire des recherches, fait qu'on peut regarder, vous voulez travailler sur l'itinérance, vous voulez demander qu'est-ce qui se fait ailleurs, nous autres, on va aller regarder qu'est-ce qui est disponible dans la littérature scientifique, dans la littérature grise, puis on va comme essayer de voir avec les gens, on peut leur amener cet aspect-là aussi. Fait que, oui. On dit souvent qu'on est des experts des processus, puis pas des experts des thématiques. Est-ce que tu peux m'expliquer juste un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire être expert d'un processus? C'est qu'on arrive, quand on arrive dans un milieu, mettons que moi, tu me dis, OK, tu t'en vas travailler avec l'accueil Bonneau en itinérance. Ils se posent des questions sur l'efficacité de leur service d'accueil de jour, par exemple. Moi, j'arrive là, l'itinérance, je connais pas ça. J'ai jamais vécu cette problématique-là personnellement, fait que j'ai pas un point de vue expérientiel. Je peux lire, je peux aller me renseigner, évidemment, je vais le faire aussi, là, si on m'appelle, si j'ai un contrat, par exemple. Je vais essayer de voir un peu c'est quoi la réalité, mais c'est quoi être itinérant à Montréal? J'ai aucune idée c'est quoi. Je connais pas non plus vraiment, c'est quoi qu'est-ce que l'organisme fait pour la population, c'est quoi les besoins de la population itinérante en situation d'itinérance à Montréal. J'en ai vraiment aucune idée. Sauf que moi, ce que je connais, c'est des processus pour accompagner des organismes qui voudraient dire, OK, est-ce que c'est efficace mon intervention? Mais au début, on va peut-être analyser sur le plan théorique. OK, c'est quoi les besoins qu'ils ont identifiés? Comment ils ont été identifiés? OK, c'est quoi les moyens, c'est quoi les objectifs que vous vous donnez? C'est quoi les moyens que vous utilisez? On va les amener à réfléchir là-dessus. On va peut-être, s'ils veulent évaluer, on va peut-être les aider à déterminer c'est quoi des indicateurs qui pourraient nous montrer que votre intervention, elle est réellement efficace. C'est-à-dire que c'est quoi les indicateurs qui nous montrent que s'il y a des changements, ils sont dus à votre intervention, puis pas juste parce que, tout d'un coup, c'est l'été, puis là, tout d'un coup, le monde, ils vont mieux parce qu'il fait moins froid dehors, par exemple. Donc, évidemment, là, ce que je dis, c'est un peu grossier, mais en gros, c'est ça. On va comme les accompagner là-dedans. Après, si on veut, c'est ça, se renseigner sur c'est quoi les autres pratiques qui se font ailleurs dans le monde, nous, on peut aller faire une recherche en littérature scientifique, littérature grise. Donc, on peut aussi organiser, si on a besoin, je sais pas, là, de sonder la population concernée. On peut aller faire ça aussi. Il y a comme vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en soi, moi, j'arrive, puis ce que j'ai dans mon bac à outils, c'est plein d'outils pour faire plein de choses différentes. Mais j'ai pas nécessairement une expertise du sujet. Puis, je reconnais que je l'ai pas. C'est-à-dire que je ne peux pas me placer dans cette position en disant, bon, vous travaillez avec une population de personnes en situation d'itinérance, vous devriez faire ça, puis ça va régler vos... Alors, puis nous aussi, ce qu'on accorde beaucoup d'importance à la réalité de terrain, la réalité aussi de la problématique. Donc, je vais essayer de voir vraiment pas juste qu'est-ce que les experts disent sur le sujet, mais aussi qu'est-ce que les gens qui vivent cette problématique-là ont à dire. Puis ça, ça peut se faire de différentes manières. Ça dépend évidemment de c'est quoi la mission de l'organisme, puis comment il atteint ses membres et tout ça. Mais généralement, on va essayer d'impliquer quand même autant que possible les intervenants. On va essayer de rassembler tout le monde autour de certaines questions pour s'assurer d'avoir des points de vue qui soient différenciés, puis que les gens qui utilisent les services sont aussi représentés dans les processus de réflexion. Fait qu'il y a comme une grosse partie de recherche puis d'identification quand même. Oui, tout à fait. Mais on aide vraiment les organismes à réfléchir leurs interventions, à des fois comme si ça, revoir leur modèle interne, les modèles logiques qu'on appelle d'intervention. On en fait beaucoup. Parce que quand tu es face à une problématique, tu vois plein de choses, tu as plein d'idées, tu as comme des moyens aussi qui vont être limités par les subventions que tu as, juste le nombre d'employés que tu vas avoir. Et donc, des fois, tout ça vient faire en sorte que ça devient un peu... Tu pars avec une intervention, puis tu peux perdre de vue un peu c'était quoi exactement l'idée au début. Puis des fois, tu le sais encore, mais
ce que tu fais, quand tu prends le temps de t'arrêter puis de réfléchir, tu te rends compte que c'est pas nécessairement en adéquation à 100% avec l'objectif que tu avais au départ. Puis, ben, c'est ça, nous, on intervient souvent dans ces moments-là parce que c'est des organismes qui veulent justement s'assurer de donner le meilleur service possible, de répondre le plus possible aux besoins avec les moyens qu'ils ont, puis qui vont se poser des questions, savoir c'est ça, est-ce que ce qu'on fait, c'est la meilleure chose? Est-ce que c'est ça? Est-ce que notre intervention a du sens? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Ce genre de questionnement-là. Je parlais d'activisme tantôt, je posais la question, j'y reviens encore un peu en fin d'entrevue, juste parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché beaucoup au début, quand tu as parlé d'universalisme proportionné. Proportionné, oui. Proportionné. Et ça me semble être une position philosophique d'emblée. Oui. Donc, la psychologie communautaire, ça n'existe pas dans le vide. Ça cherche à... Il y a comme une position idéologique aussi ici. Oui et non. Pour moi, oui. Là, dans ma tête, à moi, ça a du sens, mais je pense que j'ai des collègues qui seraient peut-être pas aussi définitifs. On n'a pas une position que je qualifierais de philosophique, mais, tu sais, ce qui nous rassemble, c'est vraiment la notion de ce qu'on appelle la justice sociale. Donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est comme développer le pouvoir d'agir des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Vraiment aussi de réduire, voire éliminer complètement les iniquités sociales de santé. Mais les moyens, puis la manière dont on s'y prend, la réflexion aussi qu'on a pour ce qu'on juge qui sont des bons, des mauvais moyens, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Tu sais, en psychologie communautaire, on dit souvent qu'on agit avec nos valeurs. Nos valeurs sont centrales à notre pratique. On l'assume aussi, là, quand on arrive à quelque part. Tu sais, moi, mettons, j'ai une valeur de justice sociale super forte. Ça va teinter la manière dont je vais réaliser mes interventions. Ça va teinter la manière dont je travaille, qui j'ai en tête quand je réalise des interventions aussi auprès d'organismes, quand je travaille avec eux. Mais c'est ça. Ça va varier légèrement d'une personne à l'autre. C'est ça. Il y a des programmes, par exemple, de prévention de plein de problématiques qui vont être basés sur l'individu parce que c'est un outil parmi tant d'autres. Puis il y a d'autres chercheurs qui, pour eux, verront pas nécessairement auront pas, mettons, l'intérêt de s'investir à développer des programmes individuels parce que pour eux, c'est comme, les problématiques dépassent largement ça. C'est ça. Pour moi, je vois pas nécessairement l'intérêt de faire ce type d'intervention-là. Puis c'est ça, au niveau de la section, par exemple, on a Janie Hull, qui est professeure, qui a travaillé notamment sur des outils d'aide pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Le nom m'échappe, mais dans le fond, c'est des ateliers d'autogestion en santé mentale qui sont offerts, dans le fond, qui ont été bâtis à partir de l'expérience de personnes qui se sont remis de problématiques de santé mentale, qui ont comme donné des trucs, puis ça a été compilé, puis c'est donné pour que les gens qui traversent ces problématiques-là puissent avoir des choses sur lesquelles se baser, puis une espèce de forme de soutien, de conseil, d'autogestion, comme je disais tantôt. Moi, je trouve que c'est une super belle initiative. Ça a été quand même bien reçu aussi, mais je pense que c'est ça. C'est pas tout le monde qui aurait, mettons, la volonté de faire un truc de ce genre-là. C'est très personnel. Je dirais que tu fais ton chemin aussi professionnellement, puis tu vas prendre des contrats, puis tu vas faire des projets qui te ressemblent, puis qui te parlent plus que tu avances, plus que c'est ça, ce que tu fais, ça te ressemble plus, puis on développe aussi notre expertise d'une certaine manière. Fait qu'après ça, notre touche personnelle, les gens dans les milieux finissent par nous connaître, puis ils vont faire appel à nous quand c'est des contrats qui nous ressemblent. Là, je dis nous, mais moi, je suis dans un laboratoire. Donc, je travaille au sein du laboratoire Epion, qui est le laboratoire qui est affilié à mon directeur de recherche. Donc, nous, c'est l'équipe Epion, on a quand même notre teinte. Les gens nous connaissent.
Puis ils font l'appel à nous, c'est ça, basé sur certaines idées déjà. Puis les autres labos du département, ben, ils ont aussi leur teinte, donc ça aussi. Mais la question, c'était philosophiquement parlant, je dirais que c'est ça. On a quand même on se ressemble, mais on n'est pas tous pareils. Et comment on fait pour savoir que les choses qui sont faites donnent des résultats positifs? J'imagine qu'il y a des cas de figure aussi qui démontrent que les choses fonctionnent. Ben, c'est ça qui est intéressant. Là, on tombe dans plus comme l'évaluation, qui est, moi, comme quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi, ma thèse, d'ailleurs, c'est basé sur ce qu'on appelle l'évaluation réaliste. Ben, tu sais, pour comprendre comment un changement s'effectue, il faut comprendre, dans le fond, ce qu'on appelle la mécanique, contexte. Mon Dieu, je vais reprendre ça parce que je suis censée vraiment savoir ça. Ça m'échappe, mais c'est parce que je le lis tout le temps en anglais. Fait que là, je suis mélangée. Contexte, mécanisme, effet. Donc, dans le fond, pour comprendre si quelque chose fonctionne, il faut comprendre ce qu'on appelle la mécanique, contexte, mécanisme, CME, contexte, mécanisme, effet. Donc, si on vulgarise vraiment au maximum, c'est que pour qu'un changement s'opère, il faut qu'il y ait un moyen qui soit déployé, donc dans un certain contexte, puis que, dans le fond, le contexte s'aligne avec la mécanique, permette à ce que la mécanique opère, puis cette mécanique-là va créer un changement chez la personne ou dans le milieu, ou peu importe, ce que tu regardes. Et donc, il y a quand même une notion de contexte qui est vraiment importante. Tu sais... Quel exemple je pourrais donner? Bien, tu sais, des fois, on voit ça, puis c'est des simplifications que les gens veulent faire parce qu'ils se disent, mettons, j'ai entendu parler au Groenland, ils ont comme une super intervention, tu sais, mettons, en, je sais pas, prévention du suicide. Puis eux, ils font ça comme ça, puis tu sais, c'est je sais pas quoi, là, puis là, OK, mais on va le mettre au Québec. Mais tu sais, il va peut-être avoir des différences culturelles. Là, évidemment, ce que je dis, c'est vraiment comme vulgarisé au maximum, là, mais il va y avoir comme plein de contextes autour qui faisaient en sorte que l'intervention, elle a fonctionné au Groenland, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher ici. Puis, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas non plus. Mais pour comprendre, il faut vraiment pour comprendre pourquoi ça fonctionne, il faut vraiment être capable de décortiquer l'intervention. Puis, ça prend des données de contexte. Puis ça, souvent, malheureusement, des articles scientifiques qui vont mettre une évaluation, ils t'en donneront pas nécessairement, parce que les gens se commencent, c'est un peu boring, tu sais, le contexte. Mais pourtant, ça peut être vraiment central puis déterminant dans est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que la mécanique va pouvoir s'opérer ou pas? Fait que des fois, tu sais, on voit des choses comme, mettons, un programme qui a été importé, puis là, il a été refait tel quel, puis là, ça marche pas. Bon, ben, le programme, il était pas bon. Puis c'est comme, si le programme n'était pas bon, tu sais même pas s'il a pu, si la mécanique a pu s'opérer. Fait que peut-être que dans le fond, genre, il s'est juste rien passé, puis c'est pour ça qu'il n'y a rien qui a changé, tu sais. Fait que des fois, tu sais, il faut être capable de réfléchir, mais c'est sûr que c'est complexe de faire des évaluations réalistes, puis c'est coûteux. Puis c'est un choix qu'on n'a pas toujours, malheureusement. Je pense notamment aux organismes communautaires qui voudraient là, faire des évaluations super complètes puis super poussées, mais qui n'ont juste pas les moyens puis ils n'ont pas le temps. Puis c'est pas par paresse ou parce qu'ils ne trouvent pas ça important, mais c'est vraiment juste parce qu'ils sont pas en mesure de le faire. Mais par contre, des fois, tu te dis, si tu veux importer un programme ou si tu veux développer un programme, puis tu veux mettons, tu veux qu'il soit déployé à travers le Québec, peut-être qu'il faudrait prendre le temps, de s'installer puis de réfléchir. Ou une fois que, des fois, on le fait un peu à l'envers, là, une fois que ça roule, c'est de dire, OK, ça roule, les choses ont l'air de bouger, mais comme, posons-nous la question sur c'est quel morceau de notre intervention aussi. Parce que des fois, c'est ça, souvent, les programmes, ils vont avoir plein de volets, il va y avoir plein de choses qui sont faites, c'est super, mais qu'est-ce qui est responsable de quel changement? Ça peut être compliqué. C'est l'ensemble, Mais évidemment, plus qu'il y a d'éléments, plus qu'il y a de facteurs, plus que ça devient des modèles compliqués à évaluer, compliqués aussi à mettre en place. Fait que c'est ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant, là, mais c'est vraiment comme...
c'est ça. Moi, c'est ça que je fais C'est dans la vie. pointilleux. Tu parles quand même beaucoup d'enjeux qui sont assez importants, relativement lourds. Y a-t-il une manière pour toi de rester équilibré en termes de santé mentale? Oui, je pense que c'est vraiment important dans des moments où est-ce qu'on n'est pas constamment en train de parler, de penser à la souffrance, même si c'est inhérent à mon métier de psychologue. Futur métier de psychologue, je devrais dire. Je ne vais pas me faire poursuivre par mon ordre professionnel. Je suis encore étudiante. Mais oui, moi, entre autres, j'anime une émission ici sur les ondes de CISM. Ça s'appelle L'Art de la playlist. Je l'anime avec une de mes amies, Émilie Chamberlain, pour ne pas la nommer. Et nous, dans le fond, on reçoit des artistes visuels, puis on monte avec eux un univers musical qui est inspiré de leurs œuvres. Puis on les reçoit, dans le fond, on leur pose des questions sur leur processus créatif. Donc, on est complètement ailleurs par rapport à ce que je fais dans la vie. Mais parler d'art, puis découvrir des artistes musicaux, puis me plonger là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Puis sinon, ben moi, j'ai 2 chats, fait que zoothérapie à tous les jours, si possible. Ben en fait, c'est très possible dans mon cas. Puis ben sinon, ben mes amis, ma famille, mon copain, là, les choses qui me tiennent en santé, l'exercice et tout ça. Toutes les bonnes affaires qu'on est censé faire, j'essaie de les faire. Des fois, je réussis pas, mais autant que possible. Ben, c'est des bonnes choses, ça. Ça me fait penser d'être reconnaissant envers les bonnes choses de la vie. Ouais, ce qu'on a, faut en profiter, puis il faut se compter chanceux. Ben, merci beaucoup, Judith. C'était bien le fun. Merci beaucoup à toi.